Dans ce paragraphe 6, nous allons nous contenter de juste mentionner quelques limites de l'amplificateur opérationnel et surtout du modèle que nous avons présenté jusqu'ici. En réalité, c'est un montage qui est fait avec des composants réels et à ce titre-là, il n'est pas idéal à cause de l'imperfection des composants, imperfection de nature tout à fait diverse. Le modèle que nous avons utilisé jusqu'ici, en fait, il est évidemment idéal, par conséquent utopique. En fait, en réalité, alors, premier grand résultat, la tension de sortie, c'est pas juste la différence entre les deux entrées fois le gain différentiel, mais il y a aussi un terme dit de mode commun, c'est-à-dire il faut rajouter G indice MC, le gain de mode commun, fois la somme des tensions V plus V moins. Alors ici, j'ai noté aussi dans l'équation le fait que le gain différentiel, lui, en fait, il dépend de la pulsation ou de la fréquence. Oméga pour la pulsation, F pour la fréquence. En fait, en toute rigueur, c'est pas une constante. Le gain va varier et notamment en général diminue avec la pulsation ou la fréquence. Et le gain de mode commun, G indice MC, donc en général il est faible. Et pour qualifier la qualité de l'amplificateur opérationnel eu égard à ce mode commun, on définit ce qu'on appelle le taux de réjection du mode commun, TRMC, comme étant le rapport GD sur GMC qui doit être aussi grand que possible. Ça veut dire que GMC doit être faible. Parce que ce terme correctif, GM que multiplie V plus V moins, c'est un terme parasite qui est plutôt gênant. Alors souvent, ce taux de réjection du mode commun, TRMC, souvent on le représente en dB, c'est-à-dire qu'en fait on calcule 20 log du rapport G indice D sur G indice MC. Et typiquement, on a souvent, pour des amplificateurs opérationnels, disons, assez modernes, on a souvent des taux de réjection qui sont de l'ordre de 100 dB ou encore davantage. Ça veut dire que plus ce TRMC est élevé, plus on pourra négliger ce qu'on appelle le mode commun, qui est relié à l'amplification de la somme V plus V moins. Alors, on n'ira pas plus loin dans l'étude de ce mode commun, mais il faut savoir qu'il existe et que souvent, dans la pratique, nos résultats ne sont pas conformes au calcul théorique, notamment à cause de ce mode commun. On va aussi juste vraiment se contenter simplement de mentionner sans plus la vitesse de balayage qu'on appelle en général en anglais slew rate. C'est quoi le slew rate? En fait, c'est la capacité de l'amplificateur opérationnel de changer de tension en sortie rapidement ou pas. Alors typiquement, nous avions vu par exemple avec le multivibrateur astable que lorsque la tension d'entrée arrive au seuil de commutation, la sortie bascule dans le modèle théorique instantanément de VSAT à moins VSAT. En fait, ça, physiquement, évidemment, c'est pas possible. La vitesse de balayage, ou le slew rate, en fait, va donner la pente maximale qu'on peut obtenir avec un composant particulier. Les pentes ne peuvent pas être rigoureusement verticales, c'est pas possible. Ici, j'ai représenté à main levée, c'est très qualitatif, le fait que les pentes sont peut-être raides, mais jamais rigoureusement verticales. Donc la vitesse de balayage, le slew rate, c'est en volts par microseconde souvent, la capacité de la sortie à évoluer rapidement avec une pente la plus raide possible, mais qui ne peut jamais être rigoureusement verticale. Et enfin, vraiment pour clore très rapidement cette petite problématique des limites de l'ampli-op qu'on ne fait qu'effleurer, je voudrais juste encore vous montrer quelque chose qu'il faut connaître au moins sur un plan un peu qualitatif, c'est-à-dire que souvent,
quand vous voyez des montages à amplificateurs opérationnels, vous voyez des éléments qui peuvent sembler étranges en ce sens que fonctionnellement, et dans le cadre du modèle idéal, ces éléments n'ont aucune raison d'être. Donc là, on va simplement regarder un seul exemple. Il ne faudra pas penser que nous aurons couvert pour autant toute la problématique des limites de l'amplificateur opérationnel. Ça, je répète, c'est vraiment une problématique qui serait plutôt troisième ou quatrième année de l'enseignement supérieur pour des gens qui sont déjà des spécialistes de l'électronique. Mais on va regarder un exemple, peut-être le plus classique, le plus emblématique, d'un montage dont on ne comprend pas un élément dans le cadre du modèle idéal, parce que l'élément qui va nous perturber, il est lié à la résolution des imperfections ou de certaines imperfections de l'amplificateur opérationnel. Donc, si on revient sur le montage inverseur, souvenez-vous, l'entrée plus, en fait, elle était mise à la masse parce qu'on veut V plus égale 0 volts, de manière à ce que l'entrée Vs soit égale à V moins égale à 0 volts aussi. Donc ça, c'était le montage, on va dire, fonctionnel de l'ampli inverseur dans le cadre du modèle idéal. Et c'est ça qu'on trouve dans les livres, parce que du point de vue fonctionnel, ça se calcule et ça donne une approximation correcte de la réalité. Mais si vous regardez un peu plus dans les ouvrages d'électronique, vous verrez que, en fait, l'entrée plus, elle est reliée à la masse, certes, elle est reliée à la masse, mais à travers une résistance. Or, cette résistance, on a du mal, dans le cadre du modèle théorique, à lui donner une utilité. Pourquoi? Parce que le courant I+, étant nul, le courant I+, étant en tout cas très faible, ça veut dire que cette résistance-là, qui est reliée à l'entrée plus, que j'appelle R1, enfin c'est R1 en parallèle avec R2 en général, eh bien, il n'y a pas de chute de tension à ces bornes, donc on a bien V plus égale 0, et donc on ne comprend pas fonctionnellement l'intérêt de cette résistance. Mais vous voyez qu'on a mis R1 en parallèle avec R2, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, il faut que les deux entrées voient, entre guillemets, voient la même impédance. C'est pour cette raison-là, pour des questions de limite du modèle, il faut que, si on tient compte des imperfections du modèle, il faut autant que possible que les deux entrées voient la même impédance, et c'est pour ça qu'on a mis R1 en parallèle sur R2, de manière à ce que l'entrée plus et l'entrée moins voient la même impédance. Donc je répète, fonctionnellement, cette résistance n'a aucun intérêt dans le cadre du modèle théorique, mais pour tenir compte des imperfections, ça donne des résultats qui sont beaucoup plus précis et qui fonctionnent beaucoup mieux. Et c'est pour ça que quelquefois, vous pourrez peut-être être amené à voir sur un schéma quelque chose que vous ne comprenez pas dans le cadre du modèle simpliste. Il faut à ce moment-là que vous acceptiez que c'est lié aux imperfections de l'ampli-op. Et pour en savoir davantage, il faut prendre des cours spécifiques dans des formations d'électroniciens.